Salutations, je suis Elsamot et bienvenue dans cette vidéo. Voulant faire une pause sur le contenu Donjons et Dragons et en attendant les prochains projets, je voulais revenir à mes bases. J'ai commencé cette chaîne en faisant des let's play, et j'avais envie de reparler de jeux vidéo. Cependant, même si ça serait assez simple, je ne voulais pas faire un simple let's play. Plutôt, un certain Daryl a fait quelques vidéos où il finit son backlog Steam, et je voulais faire quelque chose de similaire. Je n'ai pas exactement un backlog. Généralement, j'essaye de finir mes jeux avant d'en acheter un autre, ou au moins d'aller le plus loin possible. Mais c'est pas toujours faisable. Je joue aux jeux vidéo depuis 20 ans maintenant. Il faut dire que mon niveau a pas mal changé. Il y a des jeux que je n'ai pas pu finir à l'époque, quand j'avais moins de 10 ans et que j'étais pas très doué. Et il faut dire que la technique principale consistant à avancer et appuyer sur le bouton B jusqu'à ce que je gagne, ne marchait pas tout le temps, bizarrement. C'est donc là l'idée, je veux finir mes jeux que je n'ai pas réussi à finir à l'époque, et au passage parler un peu de mon expérience avec ces jeux. Et je vais commencer avec ma toute première console, la Game Boy Advance. J'ai fait un total de 24 jeux sur la GBA, plus ceux de ma sœur retrouvés pour cette vidéo. 4 d'entre eux ne sont pas à moi, et sur ces 30 jeux, certains ont été finis il y a seulement quelques années. D'ailleurs, si jamais, lors d'une après-midi avec des potes, on me demandait... Du coup, toi, Sam, il y a un jeu que t'as pas pu finir, genre un jeu sur lequel t'as bloqué ou... Ma réponse serait Gearfield et ses 9 vies. T'avais le jeu sur toi? Gearfield et ses 9 vies n'est pas un jeu si compliqué que ça. C'est un platformer assez simple avec des environnements légèrement loufoques alors que Gearfield voyage à travers ses rêves. Mais mon obstacle infranchissable fut le boss du 3ème niveau. Il n'y a pas vraiment de moyen de mourir, tu te fais surtout pousser en arrière quand tu touches l'ours géant, mais aucune des attaques ne fonctionne. Je pensais pendant longtemps que l'attaque à faire est un coup de coude plongeant sur la tête de l'ours, mais là, à l'époque, je n'avais même pas compris comment le faire. Le manuel n'est pas très pratique sur le sujet, disant qu'il faut faire R plus en bas, mais l'animation ne retranscrivait pas très bien l'attaque. Surtout pour la jeune personne que j'étais, tout ce que je voyais était que l'attaque me faisait tomber au sol. À quoi sert une attaque qui te fait tomber? C'est seulement par accident que j'ai fini par faire l'attaque au bon endroit, et c'est là que j'ai compris l'utilité. Un peu comme dans Sonic Advance 2, l'attaque sert à détruire les sols fragiles. Et puis par un autre accident, j'ai découvert qu'en appuyant sur R en marchant, tu fais une charge. Une fois ceci découvert, le reste du jeu est passé très facilement. C'est pour ce genre de petites choses que je n'ai pas pu finir certains de mes jeux. Tiens, d'ailleurs, Pokémon Saphir et Verfeuille, pareil, j'étais vraiment pas très malin. Je prenais surtout les attaques qui font le plus de dégâts sans connaître la table des types, et à chaque fois que j'arrivais à la ligue, elle me battait, et je recommençais le jeu. Mais bien avant d'arriver à la ligue, mes problèmes étaient encore plus lunaires. Pokémon Saphir était mon tout premier jeu vidéo, j'avais tout à apprendre, notamment le fait de sauvegarder. Il m'a fallu 3 jours pour comprendre. Même qu'une fois j'ai réussi à faire évoluer mon Gobu en Flobio sans même affronter le rival. Et une fois la sauvegarde créée, j'ai eu peur quand j'ai voulu sauvegarder à nouveau, parce que le texte disait que la sauvegarde allait être écrasée au lieu de dire remplacée. J'ai pendant un bon moment pas réussi à aller plus loin que le 3ème badge. Parfois parce que je n'arrivais pas à comprendre le puzzle, parfois parce que je n'avais pas de Pokémon pour apprendre Éclatrock, parfois parce que je n'avais pas lu une seule boîte de dialogue, et j'étais perdu. Et à chaque fois que je ne savais pas quoi faire, je recommençais le jeu, capturant des Pokémon différents au passage. Même que je trouvais ça injuste que le rival choisissait à chaque fois un Pokémon avec un avantage de type face au tien alors qu'il ou elle ne t'avait jamais rencontré. C'est un peu la même histoire avec Verfeuille. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu aller plus loin que la Ligue Pokémon. Mon principal souci étant que j'avais tendance à avoir que 3 Pokémon forts qui faisaient le travail, et 3 Pokémon faibles qui me servaient pour les CS. Mais vu que je ne faisais que avancer dans l'histoire, le niveau de mes Pokémon forts n'était pas suffisant pour affronter la Ligue, même avec l'aide d'un des oiseaux légendaires. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment la poisse quand il s'agissait de capturer Articodin, Elector et Sulfura, à un tel point que je pensais que je ne pouvais pas les capturer sans la Master Ball. Même que cette poisse m'a suivi dans Cœur d'Argent. Impossible d'attraper Oh-Oh alors qu'il était endormi, PV dans le rouge et que j'avais utilisé l'intégrale de mes Pokéballs. Imaginez avoir lancé 210 Pokéballs, l'oiseau ne rentre pas. Et j'ai essayé 6 fois, 3 fois avec la paralysie et 3 fois en l'endormant. Je pensais être maudit. Et puis un jour, en 2015 je crois, j'avais ressorti le jeu. J'avais sauvegardé la source chaude pas loin de Sulfura et j'ai tenté ma chance. Par miracle, il est rentré. Et je me suis demandé si ma chance avait tourné. Et effectivement, j'ai réussi à capturer Oh-Oh et j'ai même pu finir le jeu. Mais surtout, en 2022, j'ai décidé de refaire Pokémon Verfeuille, avec le but de compléter autant que possible le Pokédex avec une seule cartouche. La seule exception était de me donner les 3 starters en me les mettant temporairement sur l'autre cartouche, puis faire la même chose avec Pokémon Saphir. Refaire ces 2 jeux avec l'expérience que j'ai aujourd'hui m'a permis de les apprécier beaucoup plus. J'ai pu vraiment suivre l'histoire, compléter mon Pokédex à 90% et construire une équipe qui était parfaite pour la ligue. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans les jeux suivants, comme le fait que le type de l'attaque ne déterminera plus si l'attaque est physique ou spéciale. Une pensée pour Greyena qui augmente son attaque physique en grognant, mais Morsure et Machouille sont des attaques spéciales avant la 4ème génération. L'obtention de l'XP aussi, la quantité de farm qu'il faut faire pour monter le niveau de tes Pokémon est vraiment trop lourde dans la 3ème génération. Il y a beaucoup de nostalgie pour ces jeux, donc je les aime beaucoup, mais je pense pouvoir les recommander encore aujourd'hui.
si vous avez à mettre la main dessus. Saphir Alpha est très chouette également. J'admettrai tout de même une certaine déception pour avoir raté les événements liés aux Pokémon légendaires qui débloquent des lieux spéciaux, mais il fallait être physiquement présent dans des magasins pour pouvoir les débloquer, donc Également, j'aimerais faire un jour Pokémon Emerald. Bon, faisons un tour des jeux que j'ai. Power Ranger Super Police Delta. Il faut savoir que j'étais très fan de la série Power Rangers quand j'étais jeune. J'ai même le Megazord. La Super Police Delta était la première que j'ai regardée, et naturellement j'ai joué aux jeux qui reprennent un peu l'histoire. Le jeu est un action plateforme assez correct où vous allez jouer les différents rangers au fil des missions. Chacun possède un pouvoir spécial qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur niveau. D'ailleurs à l'époque je ne comprenais pas pourquoi ils n'utilisent pas plus souvent leur pouvoir. Mais aujourd'hui, je sais que ce genre de série a un budget très limité, donc faut pas mettre trop d'effets spéciaux. Les niveaux sont assez simples, le Ranger vert a toujours les pires missions avec un timer réglé à la seconde près, et la dernière mission vous permet de jouer le Ranger noir, trop cool! Arthur et les Minimoys. Un jeu qui m'a déçu à l'époque. En fait, c'est surtout une collection de mini-jeux suivant vaguement l'histoire du film, l'occasionnel et le niveau de plateforme. Version très simplifiée du jeu PS2, la fin est horriblement abrupte, en plus d'utiliser la mauvaise musique. Non mais vraiment, on y est rentré! Je reviendrai. Arthur! The end. Les rebelles de la forêt, voilà un jeu que j'avais fait encore et encore, avec des défis un peu débiles, du genre n'utiliser qu'un seul type de power-up, ou ne pas les utiliser du tout, voire même juste inverser le nom du héros et du vilain. Encore une fois, j'avais 7 ans, il fallait pas grand chose pour me faire rigoler. Un autre jeu action plateforme qui est très chouette, et même que certains niveaux changent selon si vous avez recruté les casters ou non. Et le dernier niveau me faisait vraiment peur, j'avais l'impression d'être soudainement dans un film d'horreur. Kirby Cauchemar au Pays des Rêves. Ah, je suis une immense fan de la série Kirby. J'ai fait tous les titres à partir du moment où je l'ai découvert, et celui-ci est même le premier jeu vidéo que j'ai réussi à finir. Même si c'est un remake de Kirby Dream Land, le jeu a pour moi posé les bases de tout ce que j'aime dans la série Kirby. La musique, l'ambiance, les pouvoirs, mais aussi le fait que Kirby change de couleur selon le pouvoir qu'il a. Un peu déçu que ce ne soit pas resté d'ailleurs. Mais l'aventure est très cool, et les mini-jeux sont plutôt fun. J'ai même beaucoup joué avec Rubito à l'époque, et aussi ma sœur. Et dans la même veine, Kirby, le labyrinthe en miroir. Un jeu que j'ai eu tout de même assez tard. Il faut dire que le jeu se vend cher sur internet. Mais un jour j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait pour 30 €, donc j'ai sauté sur l'occasion. La structure est un peu différente, parce qu'on est plus sur de l'exploration d'un labyrinthe, et on peut aller basiquement n'importe où pour débloquer des passages vers les autres niveaux. L'ambiance est un peu différente, et l'ordi contrôle les 3 autres Kirby de manière assez aléatoire. Mais là aussi, j'ai passé un très bon moment. Tortue Ninja, jeu basé sur le film d'animation sorti en 2007. Que je n'avais pas vu d'ailleurs. Je regardais la série d'animation de 2003 après mes cours de karaté, et quand mes parents ont vu un jeu Tortue Ninja lors d'un voyage quelques années plus tard, aucun d'entre nous ne savait qu'il y avait plusieurs versions des tortues. C'est donc avec zéro contexte que j'ai fait ce jeu basé sur le film, et même que si vous êtes courageux, vous pouvez voir mon let's play d'il y a 12 ans. Ou pas. Non, j'avais 15 ans, ça fait un peu mal à voir. Le jeu est un beat'em up très arcade où vous jouez une des tortues à travers l'histoire qui reprend les événements du film. Dans l'ensemble, il n'est pas très compliqué, mais le plus dur sera d'obtenir tous les trophées. En particulier parce que certains sont liés à des défis que vous pouvez faire sur le toit de l'immeuble avec Cassie ou Splinter, mais la disponibilité de ceux-ci dépend de votre avancée dans l'histoire. Surtout que le premier ne peut être fait que si vous quittez le premier niveau avant même de le commencer. À chaque fois que vous finissez un niveau, vous passez au défi suivant, et les précédents ne peuvent pas être refaits. Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre de fois où j'ai dû recommencer le jeu avant de comprendre ça? Scooby-Doo Unmasked. Un jeu que j'ai recommencé un bon nombre de fois car je ne notais pas le mot de passe. Le jeu est plus un puzzle platformer d'après mes souvenirs où Scooby-Doo se déguise pour obtenir différents pouvoirs comme planer ou tirer à l'arc. Fun fact, je l'ai aussi fait sur DS grâce à Rubito. Le jeu est ok, je n'ai pas de souvenirs forts, mais je me souviens avoir trouvé ça bête que le méchant était là où le jeu avait commencé. Ça valait bien la peine de faire le tour du monde pour ça. La série des Sonic Advance, le deuxième épisode fut le premier auquel j'ai joué et je l'ai beaucoup aimé. La vitesse incroyable, la musique, les couleurs. Leaf Forest joue dans ma tête quand je cours encore aujourd'hui. Music Plant est l'un de mes niveaux préférés et Hot Crater a un thème absolument incroyable. Il m'a fallu un long moment avant que je n'arrive à le finir. Pendant un temps, je n'ai pu arriver à la fin de l'histoire qu'avec Cream, mais quelques années plus tard, j'ai pu finir le jeu avec les autres personnages. D'ailleurs, c'est le premier jeu où j'ai regardé sur YouTube une solution, à savoir où se trouvaient les anneaux spéciaux pour pouvoir obtenir les émeraudes du chaos. Autre anecdote, j'arrivais à trouver les anneaux spéciaux dans le premier niveau quand j'avais 6 ans, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire dans le niveau spécial. Et Zero me collait la trouille parce qu'il apparaissait d'un coup sur mon écran et me tuait d'un coup. J'ai même essayé de demander à ma mère de faire le niveau pour moi. Mais quand je le refais aujourd'hui, je trouve le niveau spécial assez simple, très intuitif même.
quelque chose de similaire à un circuit de course. Ce Sonic Advance 2 m'a été offert à Noël en même temps que Sonic Advance et Sonic Battle. J'ai fait bien plus tard Sonic Advance 3 grâce à un ami, et j'aime beaucoup ce dernier. Le système de duo et le moveset qui change selon l'équipe est très chouette, et les niveaux sont cool. Cependant, le placement des ennemis est assez vicieux. Quant à Sonic Battle, c'est un de mes jeux préférés. Même s'il est très répétitif, le feedback lors des combats, et surtout sur l'attaque-poursuite, est très plaisant. Ça a été mon défouloir pendant super longtemps. J'ai bien mis 250 heures sur le jeu, facile. Je l'ai même pris une deuxième fois pour essayer d'avoir toutes les attaques légendaires d'Emerald. J'en ai récupéré à peu près la moitié jusque-là. Sonic Battle est à chaque fois mis en pack avec un autre jeu. Le premier est venu avec Sonic Advance, que je n'ai pas fini, donc on en reparlera plus tard dans la vidéo. Et l'autre est venu avec Sonic Pinball Party, que je n'ai pas fait également. Cependant, Sonic Pinball sur GBA est un jeu de pinball sur GBA, et je suis pas très doué aux jeux de pinball, dont ceux sur GBA, incluant ma vaste expérience comme Sonic Pinball Party sur GBA, et Metroid Pinball sur DS. Et dans la vraie vie aussi. Eh ben, je pense pas que t'aurais pu faire moins de points. Ouais, le score il est pas si mal, non je veux dire... C'est littéralement le minimum. Bon, finissons la liste avec Sonic the Hedgehog version anniversaire qui... est pas très fun à mes yeux en vrai. J'ai fait plusieurs fois les premiers Sonic, vu qu'ils sont souvent mis dans des compilations, notamment sur DS et PS2, mais ils ne me plaisent pas. Je préfère vraiment les jeux Sonic à partir d'Adventure. Ensuite, nous avons la légende de Spyro. J'ai beaucoup aimé la trilogie légende de Spyro, Eternal Night étant mon préféré, mais j'aimerais bien faire Dawn of Dragon sur PS3 plutôt que sur DS. Le premier jeu sur GBA est sympa, même si on pourrait revoir certains effets sonores, et j'aime beaucoup cette grande histoire avec Cinder. À l'époque, je ne savais pas que c'était un reboot, du coup j'étais particulièrement perdu quand j'ai fait les autres jeux comme Dragon's Tale, Shadow Legacy et Spyro's Adventure. En parlant de Spyro's Adventure, c'était un jeu sympa, qui m'a fait un peu penser à un point and click par moment, dans son côté où vous trouvez un objet qui vous aidera ailleurs. En revanche, le style isométrique n'est pas pratique. Tout est en diagonale et tu avances en ligne droite avec le pavé de la console. La caméra est beaucoup trop proche. Ah, et aussi Moneybag m'a vendu un spray arc-en-ciel juste avant de me dire que j'avais besoin de cet argent pour acheter le dernier cœur de monde qu'il me fallait pour finir le jeu. Ah, j'étais verte! The Minish Cap, dernier jeu qui appartient à un pote et ma toute première interaction avec l'univers Zelda. Et avec 1 heure de jeu à l'époque, je n'avais rien compris. Phantom Hourglass sera mon premier jeu Zelda, et j'ai pu emprunter Minish Cap plus tard quand je savais un peu plus comment jouer à un jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je l'ai fini une deuxième fois durant mon deuxième voyage en Espagne, entre les prises que j'avais fait pour ma chaîne à l'époque. Bon, maintenant je... Ah. Ouais. Bob le bricoleur sur Game Boy Color. C'est à peine un jeu. Il y a 5 mini-jeux et 2 difficultés, et j'avais eu le temps de finir le jeu 3 fois quand j'avais 7 ans, en 1h30. Vraiment de l'argent gaspillé. Il y a presque rien. Maintenant, on peut passer au vrai sujet de la vidéo. Il y a 6 jeux que je n'ai pas finis, et pour revenir à la question posée plus tôt, si Garfield était la réponse donnée pour faire une blague, un jeu qui m'a vraiment posé problème quand j'étais jeune était Spider-Man Mysterious Menace. Non mais tu les sors d'où? C'est un jeu dont j'ai de bons souvenirs, mais qui est assez difficile. J'ai eu du mal à trouver les power-ups, et il y a un gouffre immense que je n'ai même pas pu traverser parce que je n'avais pas assez de toiles. Alors voyons voir ce que le jeu vaut aujourd'hui. Attendez une seconde, j'ai juste besoin de... Ah, voilà, ok, let's go. Bon, et ben autant dire que c'est pas la même expérience. Ce jeu qui m'avait donné tant de fil à retordre m'a pris 3 heures pour le finir à 100%. Le jeu suit Spider-Man alors que 3 super vilains attaquent 3 endroits dans la ville en même temps. Vous aurez le choix entre Hammerhead, Rhino et Big Wheel, puis d'autres zones de la ville s'ouvrent pour affronter d'autres vilains et résoudre le mystère derrière ces attaques. Dommage que le mystère soit écrit sur la boîte. Bon, autant dire que le jeu est très loin de ce qu'on a aujourd'hui, et après avoir joué à Silksong où tout est millimétré, ce jeu fait très bizarre. Spider-Man est très rigide et faire de la plateforme est compliqué. En fait, plutôt que d'être l'agile araignée que l'on connaît, Spider-Man dans ce jeu est un cube. C'est bien pour se coller au mur ou au plafond, mais dès qu'il s'agit de passer d'une plateforme à une autre, ça devient laborieux. Non seulement on ne garde pas sa vélocité quand on tombe d'une plateforme, mais la caméra n'aide pas du tout. Il faut faire quelques pas avant qu'elle se tourne dans la bonne direction, et se retrouve à cacher les ennemis. Et ce problème de rigidité s'applique aussi au combat.
Même si c'est assez simple, ce n'est pas super bien programmé. Le principal souci est la difficulté à pouvoir réagir à ce qui se passe à cause d'un délai sur la plupart des attaques et mouvements de Spider-Man. Même en essayant d'anticiper, les attaques lentes comme l'uppercut ou le coup de pied retourné sont très dures à placer normalement. Je n'ai pu les utiliser que dans des moments où je pouvais abuser du placement d'un ennemi. Et même là, je me prends un coup sur deux. Les ennemis attaquent en une frame et peuvent le faire dès le moment où ils sortent de leur invincibilité. Le manuel dit qu'on peut faire un bouclier, mais il ne sert qu'à intercepter les projectiles. D'ailleurs, le balancement de toile est assez particulier. C'est un mouvement en balancier où il est impossible de gagner en hauteur. Et la trajectoire demande pas mal de calculs pour aller là où tu veux. On est plus sur l'équivalent d'un glide bizarre à utiliser. Le jeu s'en retrouve assez difficile, mais heureusement, dans les niveaux, vous pourrez trouver des power-ups. Il s'agit avant tout de trouver des réserves de toile en plus, mais les formules permettent aussi d'améliorer le tir de toile. Avec L et R, vous pouvez soit tirer une boule de toile qui fait des dégâts, soit tirer un filet qui retiendra vos ennemis, et autant dire que c'est votre meilleur ami. Les formules vont permettre de faire plus de dégâts avec la boule de toile, retenir un ennemi plus longtemps et réduire le coût de la toile en général. Les combinaisons sont plus difficiles à trouver. La première qui augmente votre défense est la seule que vous pourrez trouver sans effort. Celle qui vous protège du feu demande de sauter à un endroit au milieu des flammes dans le musée, et celle qui protège de la foudre va vous faire passer par la phase de plateforme la plus bancale qui soit. Quant au costume noir, disponible dans le dernier niveau, il faut sauter dans un trou, rempli de pieux qui te tuent en un simple contact et de scie circulaires. Une épreuve courte, mais qui m'a rappelé mes meilleurs moments sur Path of Pain. Le jeu est un bon 10 sur 20 pour moi. C'est pas mauvais, mais c'est pas fantastique non plus. Il fait son travail de jeu Spider-Man. C'est sympa de voir les différents ennemis du roster. C'est d'ailleurs la seule et unique fois que j'ai vu Big Will perso. Il y a une toute petite partie exploration et revisite des niveaux via les power-ups, et il y a des artworks faits rien que pour la cinématique du jeu, dans leur glorieuse résolution de 240 pixels. Aussi, les devs qui se sont ajoutés dans les décors du jeu pour le générique de fin est rigolo. Premier jeu de fait, passons au suivant. Robot, le jeu basé sur le film d'animation de 2005. Il se moque de moi là ou... Je me souviens pas comment j'ai eu le jeu. J'ai pas la boîte ni le manuel, mais par contre j'étais absolument obsédé par le film quand j'étais jeune. J'avais une maquette de Rodney, j'avais le jeu de plateau, et le héros est bleu. Oh, c'est fou ça, c'est ma couleur préférée. J'ai tenté de faire le jeu 2 ou 3 fois par le passé, mais à chaque fois je me retrouvais bloqué à environ 50% de jeu, complètement perdu. À voir si je m'en sors mieux aujourd'hui. Ah, le jeu est lent. Qu'est-ce qu'on se traîne? T'as vraiment pas une amélioration, tu mets des roulettes, va plus vite! Le jeu est un action platformer en 3D isométrique avec une progression vaguement similaire à celle d'un Metroidvania. Vous allez explorer une zone, affronter un boss, débloquer une capacité qui vous permet d'explorer une autre zone et avoir accès à des secrets dans la zone précédente. Vous allez explorer la ville en suivant les points importants du film, mais avec un peu plus d'action. Vous aurez au début votre immense clé à molette et le lance-machin en tant que pistolet. Mais dans la deuxième moitié du jeu, vous obtiendrez la bombe aimant, qui n'est pas très pratique mais ouvre des portes, et l'électro-zapper, qui est très utile vu qu'il touche automatiquement les ennemis à portée, et ouvre des portes. D'ailleurs, je me suis à nouveau retrouvé bloqué à la marque des 50% parce que j'arrive pas à trouver la dernière partie de ma bombe aimant, c'est dingue. Et oui, car René est un inventeur, donc lorsque vous devez obtenir une nouvelle arme, vous devez d'abord trouver les composants pour la construire. Ce qui est sympa, mais il y a 20 PNJ éparpillés sur toute la carte, et vu qu'ils sont tellement peu remarquables, j'avais vite fait d'oublier qui était où et demandait quoi. Et encore une fois, même si le jeu est joli, René se déplace comme une tortue. Il va un peu plus vite quand tu sautes, donc j'ai passé la moitié de mon temps de jeu à sauter pour gagner quelques secondes. Le level design quant à lui est assez approximatif. La 3D isométrique fait que j'ai eu du mal à évaluer où j'étais, la profondeur des choses et comment atteindre les plateformes. Surtout que l'ombre panique dès que tu n'es pas au-dessus du fond pré-rendu. Et il y a beaucoup de moments où la distance entre les plateformes était réglée pile pour être casse-pied. Tu dois sauter en étant au bord de la plateforme. Et comme il n'y a pas de coyote time, si tu sautes une demi-seconde trop tard, tu tombes, évidemment. En face, le combat est très rudimentaire. Étant des personnages 2D dans un univers 3D, les coups ne s'alignent pas si tu es 2 pixels trop haut. Tu as beau faire un swing horizontal, comme vous êtes 2 feuilles de papier, si tu n'es pas parfaitement pas de ton adversaire, tu ne le toucheras pas. Et d'autre côté, les boss sont très faciles, donc au moins le combat n'a jamais été un vrai défi. Plus se déplacer qui est frustrant. En fait, j'en suis presque à me demander si le jeu demandait trop de ressources à la console, et que c'est en partie à cause de ça qu'il est aussi lent, parce que dès qu'il y avait plusieurs ennemis à l'écran, le jeu perdait en framerate. Bref, après 6 heures de jeu, 19 machins de trouver et rendus sur 20, et une bonne poignée d'illustrations obtenues, j'ai atteint le générique et je m'arrête à 97%. C'est bon, je suis quand même supposé m'amuser, le jeu est vraiment pas agréable à traverser, j'ai le droit de m'arrêter et pas aller jusqu'au 100%. Titre suivant, Mario et Luigi Superstar Saga. Ah non mais faut la répartie, tu as fait part avec les bizarreries.
Là aussi, un jeu que j'ai obtenu un peu tard dans ma collection, mais j'ai fait tous les Mario Luigi, et c'est une série qui me plaît beaucoup, donc il était essentiel pour moi de voir les origines. Mario Luigi Superstar Saga est un RPG avec un système actif, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur le bouton de votre personnage pour bloquer les coups et infliger plus de dégâts avec vos attaques. C'est un jeu qui récompense beaucoup l'apprentissage et le talent du joueur, car vous pourriez faire l'intégralité du jeu sans vous faire toucher si vous êtes doué. Ma sauvegarde s'était arrêtée devant le boss final, et... Alors comment ça se joue déjà ? Et comment est-ce que je fais les attaques spéciales? En réalité, je connais déjà bien le jeu. Peu de temps avoir obtenu l'original, le remake est sorti sur 3DS, et il est beaucoup plus facile à finir. Donc je n'avais pas l'impression que je devais refaire une troisième fois l'histoire. Il me faut juste battre le boss final. Mais celui-ci est compliqué. En plus d'avoir 3 membres à détruire pour exploser son cœur, il se régénère régulièrement. Donc si je ne fais pas assez de dégâts, je vais vite tourner en rond, et mes attaques brosses n'ont pas l'air d'être très efficaces. Bon, la première chose à faire, c'est de farmer. Je suis niveau 37, mais il faudrait que je sois plutôt niveau 40. De plus, j'ai pas tous les haricots jaunes, donc j'ai un mini-jeu un peu compliqué à finir. Let's go. Bon, 2h30 plus tard, c'est fait, j'ai fini. Donc oui, prendre quelques niveaux aide, mais surtout le vrai boost est venu du café. Les haricots sont utilisés pour faire du café, et le boire donne un boost à une stat. Les haricots haha sont les plus simples à trouver et vous permettent d'augmenter vos PV. Mais c'est les mélanges qui sont les plus intéressants pour moi, car augmentant l'attaque et la défense. Voilà que j'arrive avec un Luigi qui a 200 en défense, j'aimerais bien voir qui va réussir à le blesser. La deuxième chose à faire a été de réussir le 5e mini-jeu du chariot de la mine. Il n'autorise qu'une seule erreur, et je n'ai pas exactement compris comment certains bouts ou chauves-souris avaient réussi à me toucher. Mais une fois le 5e niveau passé, vous pouvez refaire le mini-jeu à volonté pour continuer de gagner des haricots hihi. Me voilà donc à faire le même mini-jeu en boucle, et surtout à perdre en boucle, pour obtenir le rendement maximal de 1 haricot la minute. Les haricots récupérés et le café moulu, j'ai aussi obtenu des objets du professeur Catastrophe, notamment la Game Boy Aurore SP qui permet d'obtenir des objets rares. Ainsi, j'obtiens naturellement des champis et du sirop pour le combat final. Ensuite, il a fallu regarder en ligne comment faire les attaques spéciales et la version avancée, car le jeu ne donne pas vraiment de tutoriel. Lorsque la version avancée est débloquée, l'un des frères va avoir une exclamation, et c'est tout, il ne précise rien d'autre. C'est seulement une fois que vous avez réalisé la technique secrète correctement pour la première fois que le prompt apparaît les fois suivantes. Sans parler du fait que le timing est très serré. Parfois, j'ai même l'impression que je devais appuyer sur le bouton un tout petit peu avant que le visuel ne s'aligne. Armé donc de techniques secrètes qui font beaucoup plus mal, je suis allé affronter Cackletta qui utilise le corps de Bowser. La première phase n'est pas très compliquée, c'est vraiment la deuxième dans le corps de Bowser qui est plus rude. La fenêtre pour éviter un coup riposté est tout aussi petite que pour lancer une attaque secrète, et je me prends plein de dégâts bêtement. Mais heureusement, le fer me paye, j'ai plein d'objets soins. Et après 30 minutes de combat intense, je remporte la victoire. Le jeu pose les bases de ce que deviendra la série Mario Luigi, et malgré l'absence de petites choses qui simplifient la vie dans les jeux suivants, comme les blocs de soins, c'est un jeu vraiment cool. Je recommanderais tout de même plus le remake sur 3DS, mais cette version GBA est un solide 7 sur 20. D'ailleurs, un point qui m'est venu en tête est la différence de philosophie entre ce jeu et le dernier en date, Brothership. L'évolution de la série est assez flagrante. Il y a vraiment d'un côté un jeu un peu dur mais qui te récompense pour tes efforts, et de l'autre un jeu assez simple qui te pardonne très facilement tes erreurs. Il y a eu plein de fois dans Brothership où j'ai esquivé trop tôt ou fait une contre-attaque alors que le projectile était trop loin, mais le jeu m'a quand même fait réussir. Ce qui me fait dire que Brothership ne veut pas trop frustrer ses joueurs et veut leur permettre d'atteindre le bout de l'histoire, mais surtout d'avoir un bon moment. C'est quelque chose d'un peu similaire dans Donjons & Dragons. Le début de la 5e édition était vraiment du medieval fantasy. On venait de sortir d'une édition très dungeon crawl où ton perso pouvait mourir facilement. Mais depuis Tasha et les règles de 2024, on s'est tourné vers l'heroic fantasy. La mort est beaucoup plus rare et les joueurs sont bien plus aidés. Les aventuriers sont basiquement des super-héros et les joueurs ne doivent pas être trop défiés. C'est pas forcément mauvais, hein, chacun ses goûts, mais c'était une évolution commune qui me semblait pertinent à relever. J'ai donc fini Mario & Luigi Superstar Saga après 2h30 de farm et 30 minutes de combat pour une sauvegarde qui a un total de 30 heures de jeu. Il y a 9 cafés de but pour préparer le combat et beaucoup de champignons mangés. Bon, on parlait de pas être trop défié, bah là je vais devoir relever un sacré défi. Mega Man & Base, portage d'un jeu Super Nintendo réputé pour être le pire de la série. De la même manière que pour Mario & Luigi, je n'ai que le niveau final à faire, mais je vais devoir le faire avec 2 personnages. Oh, le jeu est dur. Non, sérieusement, le jeu est dur, et pour la pire des raisons possibles. La caméra m'a posé des problèmes régulièrement, j'ai souvent sauté dans les ennemis parce que je ne les vois pas, parce qu'ils spawnent devant moi ou parce qu'ils sont au-dessus de moi. Il y a des trous cachés par les éléments du premier plan et des pics mortels partout, c'est dingue. Et vous allez peut-être me dire,
Non mais Sam, tu juges un jeu par rapport à son dernier niveau, normal que ce soit dur. Mais même pas! Le premier niveau vous balance des trucs que vous trouverez normalement au milieu d'une courbe de progression. Le musée a direct de la lave, de l'eau qui t'écrase en épique te tue en un coup, et du vent qui te pousse, rendant la plateforme plus dure. Je n'ai même pas t'es de retour. réussi à finir le Oui, premier je veux niveau savoir avec comment ça va Megaman se quand finir. j'étais jeune. Ah oui, parce que autre chose que j'ai réalisé durant mon temps de jeu, Megaman est meilleur pour faire face au boss grâce au dégâts du Mega Buster et l'accès à 3 options défensives. Là où Bast est bien meilleur pour la plateforme, grâce à un double saut, un dash et la capacité de pouvoir tirer dans toutes les directions. J'ai commencé avec Megaman parce que je pensais que ça allait être le pire, et techniquement c'est un peu le cas. Le dernier niveau est séparé en 3 étages, il m'a fallu 2 heures pour faire les 2 premiers, mais je suis tout de même assez content de moi, j'ai réussi à battre King même dans sa phase 2, là où j'étais bloqué la dernière fois. Franchement, j'ai bien mérité une pause. J'ai sauvegardé, je reprendrai le jeu demain. Ah, ok, j'ai bien dormi, je me suis reposé, allons faire le dernier étage. Attends, quoi? La sauvegarde ne sauvegarde pas ma progression? Juste mes boulons et mes vies? Je dois refaire les 2 étages avec une seule vie? Bon, et bah je vais retenter ma chance, je connais mieux le niveau et je sais ce que je dois faire face au boss. Je vais pouvoir atteindre le 3ème étage plus rapidement. Mais je vais abuser des capacités de soin de Megaman pour économiser mes vies. Et effectivement, après 1 heure, j'arrive au 3ème étage qui se révèle être un boss rush. Mais le pire est même pas les boss. Enfin, Burlerman est compliqué parce qu'il réagit pas correctement à l'interaction avec l'arme face à laquelle il est supposé être faible. Mais non, l'horreur c'est vraiment les phases entre les boss. Tenez, prenez Silksong. La tour de corail est la partie qui m'a le plus posé de problèmes. Mais entre les combats, vous avez des ennemis pour regagner de la vie. De la même manière, dans les arènes de Kirby, vous avez des objets pour vous soigner. Mais là non, on te colle à la plateforme ultra risquée. La deuxième salle est cette horreur où vous devez mémoriser l'ordre dans lequel les cubes apparaissent. Mais attention, parce que une fois sur 2, on te fait une feinte. J'ai perdu 7 de mes 9 vies sur cette salle uniquement. Je vais perdre la boule. Heureusement, j'arrive à me hisser jusqu'au dernier boss et j'affronte Willy. Je réalise rapidement que les armes, comme la copie fantôme, ne servent pas à grand chose, alors j'utilise le Mega Buster. Mais je n'ai que 2 vies pour apprendre son pattern. Et même si j'arrive à la deuxième phase, il me lance des sphères en arc que je peux pas esquiver. J'ai pas le temps d'apprendre ce que je dois faire et... Attends. Là, j'ai perdu. Je reprends d'où? Oh, je dois tout refaire? Avec 2 vies? Bon, de toute façon, avec la salle de l'enfer juste après, j'en aurais pas plus face à Willy. Donc je bats Coleman, ça sauvegarde, je tente une fois le puzzle, mais j'ai plus l'énergie. J'éteins la console, je retenterai demain. Ok, third time the charm. Et Sam, c'est un jeu, c'est pas grave. Bon, je suis que ça te fera du bien. Tu veux le sucre? Tu veux le sucre? Viens prendre le sucre! Bon, Sam, arrête de faire ta divinité hindoue et viens manger. Ok. Le jeu est dur. Le jeu est horriblement dur. Je comprends pourquoi je l'ai pas fini quand j'étais jeune. Le truc, c'est que c'est pas mon seul jeu difficile. J'ai fini Silksong avant tous les patchs. C'est pas mon seul jeu de Megaman non plus. J'ai fait Megaman 7 et Megaman X sur Super Nintendo, j'ai fait tous les Megaman 0, j'ai fait Megaman ZX et ZX Advance sur DS. Et oui, le premier Megaman 0 est dur également, mais c'est principalement parce que j'ai pas voulu sacrifier les cyberelfes pour améliorer mes stats. Mais là, c'est un niveau qui est fou, le jeu te punit tellement violemment. En dehors de faire perdre des vies de manière vache, le jeu ne te rend pas tes munitions pour tes armes spéciales, donc quand tu meurs, tu repars avec un désavantage. Tu dois basiquement apprendre l'intégralité du niveau par cœur si tu veux avoir une chance face au boss final. Bon, et bah je vais faire un peu autre chose pour regagner des boulons et des vies, et du coup je pars à la recherche des CD qu'il me manque. Dans l'ensemble, ils sont tous assez faciles à trouver, je dois juste demander à Rush de creuser au bon endroit, ça va me changer les idées. Le placement de ces CD est catastrophique. Il y en a qui sont ok,
Mais d'autres... Il y en a deux qui m'ont posé vraiment problème. Celui-là est caché dans la réserve du train, principalement parce que je ne vois pas si Rush a déterré le bon truc, mais surtout celui chez Groundman, où je dois me battre pour empêcher les taupes foreuses de retirer le sol sous mes pieds, tout en éliminant d'autres menaces sur mon chemin, tout en laissant la place à Rush pour qu'il creuse. Mais quelle plaie! Mais je finis par y arriver, et en étant obstiné et en voulant ma revanche, je retente la tour. 2 heures de plus d'investi dans le jeu, mais en jonglant entre tous mes items pour maximiser ma défense et gratter du soin, je finis par y arriver, et je bats enfin Willy. Sauf que je me rejouais pas vraiment, je vais encore le faire avec Base. Heureusement, connaître le niveau m'aide bien. J'arrive à faire les 3 étages d'un coup, et j'arrive devant Willy avec 5 vies. Je galère un peu, mais je finis par établir une stratégie. J'utilise Treball pour voler et éviter la première phase, puis la foudre pour gratter de la vie sur la deuxième. Enfin, copie fantôme pour attirer 2 des 3 attaques. Bon, évidemment, il fait que la 3ème attaque, je peux pas esquiver encore, et pas de chance, je me fais battre alors qu'il me reste 4 PV. Mais c'est pas grave, si je l'ai fait, je peux le refaire. Et... j'ai plus de jus. Bon, il me reste 4 vies. Je vais activer le convertisseur et je vais utiliser les 2 prochaines vies pour prendre des dégâts et regagner de l'énergie. Et peut-être que ça passera. Là, j'ai regagné la moitié de mon énergie, je retente, je perds, et je perds encore. Et c'était ma dernière vie. Je vais prendre l'air. Ok, j'ai un nouveau plan et ce coup-ci ça va marcher. Ça y est, j'ai fini l'histoire avec Base et ainsi j'ai fini Megaman Base. Ah! Quelle purge! Le jeu est pas fun. La caméra qui ne montre pas ce qu'il y a devant toi, les ennemis qui sont placés de manière à te faire perdre des vies sans que tu puisses réagir. Tellement de moments où tu dois connaître le niveau par cœur pour ne pas te faire avoir de manière lâche. Les trous qui sont pas visibles, le fait que tu ne regagnes pas de mission pour tes armes spéciales quand tu meurs, donc quand tu es face à un boss, tu repars avec un gros désavantage. Et Bass qui est moins fort, je n'en reviens pas. Son buster tire en rafale, du coup il ne fait qu'un seul point de dégâts à la fois. Terrible pour un robot qui se prétend fort et agressif. Il a besoin d'une upgrade pour que ses dégâts soient valables. Ce dernier niveau que tu dois faire d'un coup. Et ça prend 1 à 2 heures. Je suis ressorti de cette expérience avec un mal de crâne. Verdict, 10 heures de tentative pour finir le dernier niveau, sans compter les heures pour obtenir le dernier CD. Un total de 100 CD trouvés, 2 histoires de fini, 5 sur 20, ne jouez pas à ce jeu. Ok, je pense que je vais faire un jeu qui me plaît un peu plus, Sonic Advance premier du nom. Alors comme je l'ai dit, Sonic Advance 2 est mon préféré de la trilogie. Mais je veux aussi avouer un truc, quand j'étais jeune, j'avais surtout tendance à jouer les personnages autres que Sonic. En fait, Sonic me donnait un peu cette sensation qu'il n'avait rien de spécial. Tails et Cream volent, Knuckles peut grimper au mur, Amy a un marteau. Sonic ne fait que courir vite. Mais en fait, j'ai réalisé beaucoup plus tard que les personnages représentent une difficulté. Sonic est le normal, Tails, Knuckles et Cream sont généralement le facile, et Amy, n'ayant pas le spin jump ou le spin dash, est le difficile. Et justement, dans Sonic Advance, là où les personnages ne courent pas encore très vite, en dehors du premier niveau, l'absence de capacité de déplacement a fait que je me suis retrouvé bloqué au même niveau avec Sonic et Amy. Egg Rocket. On va enfin voir si je me suis amélioré. Et j'ai déjà fini. Il m'a fallu 45 minutes pour le faire avec Sonic et Amy. Du coup, la fusée étant le niveau vertical avec un compte à rebours fut vraiment le plus difficile. Il faut trouver le bon chemin alors qu'il y a plein de fausses routes qui te renvoient en arrière et te fait perdre du temps. J'étais facilement paumé, mais j'ai réussi à trouver la fin du niveau à 10 secondes de la fin du timer avec Sonic, et avec 1 minute de rab en jouant Amy. Un autre point que j'avais oublié, commun à Sonic Advance 3, est que tu n'es pas exactement encouragé à aller vite. L'agencement du niveau a plus tendance à te lancer sur les ennemis pour que tu perdes des anneaux, et c'est l'un des trucs les plus casse-pieds du jeu. Ensuite, vu qu'Amy est plus lente et n'a pas de spin dash, traverser le niveau devient plus un puzzle, où vous devez utiliser le marteau pour vous propulser plus haut. Ce qui était un défi intéressant. Le tout d'un niveau est un boss rush des 3 premières constructions d'Eggman. Ou plutôt, le premier combat de boss des 3 premiers jeux, ce qui est sympa. Bon, en vrai, c'est assez pauvre. Et si j'essayais d'obtenir les émeraudes du chaos? Waouh. Là, c'est un plus grand défi.
Et pas pour les bonnes raisons. Le niveau spécial se présente comme un tube dans lequel tu chutes et dois récupérer des anneaux, mais la perception de la profondeur est catastrophique. J'ai beaucoup de mal à évaluer où je me trouve par rapport aux anneaux et aux bombes, mais aussi, le perso est toujours à la première couche, donc même quand un anneau est derrière moi et immense, j'apparais devant cet anneau. En plus de ça, il n'y a qu'une seule tentative par vie, et atteindre le ressort spécial est déjà tout un casse-tête. Heureusement, les émeraudes sont partagées entre les personnages, et je peux utiliser Thalys pour y accéder plus facilement. Bon, ça me casse un peu les pieds, donc en attendant on va passer à la suite et on y reviendra à la fin de la vidéo. Dernier jeu pour aujourd'hui, Super Mario Bros 2 Advance, le fameux Doki Doki Panic reskin pour l'Amérique, mais avec les sprites de la Game Boy Advance plutôt que les NES. Je vais avouer tout de suite que je n'aime pas les Mario Bros. Je sais que ce sont des jeux qui posent la base de ce qu'un jeu de plateforme doit ressembler, et instaurer des trucs complètement fous pour son époque, comme le scrolling horizontal, et le scrolling vertical, un peu, mais il y a quelque chose qui ne m'accroche pas. J'ai vraiment cette sensation que, en ayant fait un niveau, j'ai fait tous les niveaux. Donc j'ai vraiment dû m'accrocher pour finir ce jeu-là, mais voyons voir ce qu'il vaut. Déjà, je vais pointer que j'aime bien la petite introduction. C'est un bon moyen d'introduire les capacités des personnages. On voit tout de suite que Peach flotte, Luigi saute plus haut, et Mario pourrait leur montrer un peu plus de respect. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait plein de moments où un des personnages brillait. J'ai surtout joué Peach, vu qu'elle flotte, rendant la plateforme un peu plus facile. Mais dans le désert, ou même dans les endroits où il faut creuser rapidement, ou face au boss qui te demande d'attraper un objet lancé pour le renvoyer rapidement, Toad était très pratique. En face, Luigi était bien meilleur quand il s'agissait de passer de liane en liane, ou accéder à certains raccourcis. En fait, vu que Mario n'a pas de capacité particulière, c'est le seul personnage que je n'ai pas vraiment joué. Puis c'était très intéressant d'avoir une sorte de cours d'histoire, et de voir d'où vient tout plein de personnages réutilisés dans l'univers Mario par la suite. Mascas, Snefit, Birdo évidemment, même si je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait des formes élémentaires, ou même un robot. Le Roberto. Et dernière touche, le doublage. C'est rare d'entendre des voix digitalisées sur Game Boy Advance, et elles sont de bonne qualité. Pour une fois, Mario et sa bande sont bavards. Mais en face, il y avait deux problèmes. Le premier, c'est les contrôles. Les persos sont des savonnettes, c'est une catastrophe. J'ai tout le temps trop d'élan dans mes mouvements, et cet élan est conservé quand j'arrache un légume. Mais ça rendait aussi le lancer de légumes compliqué. Vu que j'essayais tout le temps de compenser ma vitesse, je lançais souvent mon projectile au mauvais endroit, voire à mes pieds. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de vie de manière assez bête. Et je vous raconte pas ce que c'était dans le niveau de la glace, ou le dernier niveau, qui d'ailleurs m'a pris 1 heure à lui tout seul. Mais mon deuxième souci était la cartouche elle-même. Dès que j'avais fini le troisième monde, ou plus probablement dès que j'avais plus de 10 vies, la sauvegarde se corrompt, et je dois recommencer le jeu depuis le début. Donc j'ai dû faire toute la deuxième moitié du jeu en une seule traite, sans pause ni éteindre ma console. C'était épuisant. Pas exactement parce que le jeu est dur, mais plutôt à cause du manque de contrôle, encore une fois, qui te fait perdre plein de vie. Mais bon, je l'ai fait. J'ai battu Wart, et j'ai le droit à ma cinématique de fin. Et même que pour me récompenser, maintenant, l'écran titre a une couleur différente, il y a un œuf de Yoshi. Attends, Yoshi dans le jeu? En fait, pas vraiment, c'est seulement un défi de trouver les Yoshi cachés dans les niveaux, et leur passe les champignons qui donnent des cœurs supplémentaires. Donc si vous savez où sont les champis, vous savez où sont les Yoshi. Et quand tous les Yoshi d'un monde sont réunis, les œufs éclosent dans le menu. Ça ne va pas plus loin. Du coup, 5 heures de jeu, incluant avoir refait les 3 premiers mondes plusieurs fois, 75 pièces de trouver, et un œuf de Yoshi pour voir ce que c'était. 12 sur 20, sympa à avoir pour sa culture, mais pas un jeu à finir à mes yeux. Maintenant... En vrai, je n'ai pas abordé les jeux de ma sœur, et en récupérant la cartouche d'Inspecteur Gadget, j'ai retrouvé les autres jeux que j'avais fini pour elle à l'époque, et j'ai envie d'en parler rapidement. Tout d'abord, Cats, un jeu où tu t'occupes d'un chat virtuel. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je me souviens avoir bien aimé le jeu quand on l'a eu, mais c'est seulement parce que c'était la sauvegarde de quelqu'un d'autre, et le chat savait faire des tours. Quand on avait une nouvelle sauvegarde, il fallait tout apprendre au chat. Comme quoi, comme dans la vraie vie, je préfère les animaux de compagnie quand ce sont ceux des autres. Polly Pocket Super Splash Island. Oh, là aussi, y a rien à dire. C'est juste 6 mini-jeux assez simples où tu récupères des tickets pour avoir accès à un toboggan. Le jeu est un peu moche, on dirait que certaines illustrations ont été faites sur Paint, la musique sature, et j'en ai fait le tour en 10 minutes. Le jeu nous a occupés à l'époque parce qu'on peut y jouer à 2. Total Spice 2 Undercover. Petit jeu où vous refaites très vite 5 épisodes de la série, via un total de 20 mini-jeux, comme appuyer sur le bouton au bon moment, ou lier des points. Le jeu est pas très long, les quelques niveaux plateforme se contrôlent assez mal, et vous allez surtout voir des captures d'écran. Disney Princess. Purée, j'ai des mauvais souvenirs de ce jeu. C'est très lent et ennuyant, et la moitié du jeu est plutôt tout nul pour différentes raisons. Vous avez 6 princesses qui doivent compléter 3 niveaux, et votre but est soit de trouver des trucs dans le niveau, trouver un truc dans le niveau en 10 minutes,
traverser le niveau et battre le boss. Blanche-Neige, Belle, Aurore et Cendrillon sont lentes et pas agréables à contrôler. Même si elles peuvent sauter, le bond est minuscule. Ariel est plus sympa parce qu'elle nage, donc le niveau est plus ouvert, et elle peut se défendre en tirant de la foudre. Mais c'est Jasmine qui s'en sort le mieux, avec des niveaux plus rapides, un meilleur level design et un vrai saut. Probablement parce que ces niveaux sont basiquement copiés du jeu Aladdin sur Mega Drive. Et tout ça pourquoi? Un dernier niveau où vous marchez de gauche à droite pour récupérer des gemmes et montrer les robes des princesses. Sauf Ariel, elle n'a pas de robe. Inspecteur Gadget, là c'est quand même mieux. Un jeu de plateforme avec un peu plus d'action très sympa où vous jouez Gadget, Fino et Sophie, chacun ayant un moveset différent, pour arriver à la fin des niveaux qui sont un peu labyrinthiques. À l'époque, ces niveaux nous paraissaient immenses, on était bloqués dans la Statue de la Liberté parce qu'on ne comprenait pas qu'on pouvait prendre contrôle des robots pour faire exploser les portes en métal. J'ai refait le jeu quelques années plus tard, après avoir grandi, et je l'ai fini en une après-midi. Et en dernier, Barbie, le bal des 12 princesses. Je m'en souviens celui-là parce que l'un des pouvoirs que tu peux obtenir, c'est les chaussures qui permettent de courir. Ayant moi-même changé de classe, je peux confirmer que courir demande... Attends, Princess Popper? Ce princesse c'est sur DS? C'est lequel celui-là? Vivienne des studios. Après Robot, ça me donne pas très envie de... Attends, Way Forward? L'équipe de Way Forward a travaillé sur ce jeu? Je suis intrigué. Ah, c'est Cœur de Princesse. Ok, ça me revient. J'ai passé mon temps à planer le plus loin possible avec le bouclier. C'est un jeu de plateforme assez simple où tu dois alterner entre deux personnages pour arriver à la fin du niveau et trouver 8 trucs. Des pommes, des œufs, des leviers, ce genre de choses. En vrai, contrairement au premier regard, on a là quelque chose de bien. On pourrait dire que c'est un de ces jeux stéréotypiquement pour filles, mais vu que le public de Barbie ce sont les très jeunes filles, bah on a là un bon premier jeu. Certes, c'est très facile, il n'y a virtuellement aucun danger, on a l'opposé de... Donc pour moi, le jeu n'a rien à offrir, mais pour quelqu'un qui a tout à apprendre du jeu vidéo, ce jeu-là est une très bonne porte d'entrée. Et voilà, c'était tous les jeux que j'ai fait sur Game Boy Advance. Mais avant de se quitter, il est temps de réunir les émeraudes du chaos et finir Sonic Advance. Obtenir les émeraudes aura pris du temps. Le plus gros souci est vraiment la perspective, à cause de ces histoires de couches fixes. Heureusement pour certaines, il y avait une vie à proximité, ce qui me permettait de recommencer à volonté. Cependant, pour le niveau de Secret Base, il n'y avait pas de moyen de mourir facilement, donc il fallait relancer la console à chaque fois. Bon, voyons le dernier niveau. Il faut évidemment faire le combat de la zone X avec Sonic, puis on a une petite animation stylée alors qu'on part pour la lune. Il m'a fallu 2 vies pour comprendre comment contrôler Super Sonic, en partie parce que le scrolling automatique m'a fait prendre mes réflexes de Sonic Advance 2, alors que c'est entièrement cosmétique. Sonic restera là où vous êtes. Le combat est un peu bizarre, mais rapide à boucler, et ainsi on a le générique de fin. Ou une semaine! Quoi? Mais Super Sonic, c'est pas genre un truc qui dure 50 secondes à tout péter? Enfin, 45 minutes pour obtenir les derniers niveaux avec Sonic et Amy, puis 2 heures passées à obtenir les émeraudes du chaos. 15 sur 20, le jeu est très chouette, les niveaux sont agréables à parcourir encore aujourd'hui, et je me suis amusé dans l'ensemble. Et voilà, j'ai aujourd'hui fini tous mes jeux Game Boy Advance et complété la plupart d'entre eux. J'espère que cette petite aventure vous aura plu, que la suite vous plaira, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Et à plus!